Alors tout d'abord, bonjour. Nous vous présenterons, moi, Lilou, Mélodie et Kenza, notre exposé sur l'Inde, la plus grande démocratie du monde. D'après Gandhi, grand dirigeant politique et guide spirituel pour, euh, qui a lutté pour l'indépendance de l'Inde, la démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Mais les élections régionales venant juste de commencer et qui vont d'ailleurs durer pendant un mois en Inde, euh, et qui vont d'ailleurs donc élire une nouvelle assemblée, on va observer plusieurs candidats comme Yogi Adityanath qui utilise les Indiens musulmans comme bouc émissaire et qui va donc promettre une politique hindouiste islamophobe. Malheureusement, ces conflits interconfessionnels ne sont pas nouveaux. Euh, Ils sont même ancrés dans la culture indienne en tant que pays libre. Cependant, l'Inde, en tant que pays laïque, se doit de ne faire aucune préférence pour aucune religion. Alors, quels sont les atouts et les fragilités de la démocratie indienne? Pour répondre à cette question, nous séparons donc notre réponse en trois parties. La première, où Kenza expliquera en quoi l'Inde est la plus grande démocratie du monde. Une deuxième, où Lilou montrera les fragilités anciennes de la démocratie indienne. Et une dernière, où Mélodie montrera les évolutions récentes dans la vie politique indienne. On parle de l'Inde comme la plus grande démocratie du monde, ce dont s'enorgueillissent les Indiens, non sans provoquer parfois des réactions dubitatives à l'étranger. L'Inde est une fédération, l'Union indienne composée de 29 États, depuis mai 2014, auxquels viennent s'ajouter 7 territoires administrés directement par New Delhi. L'Inde compte 900 millions d'électeurs en 2019. En 2000, le pays comprend 1,38 milliard d'habitants. Les élections s'organisent en 7 phases de vote étalées sur 6 semaines pour un scrutin législatif. Ces électeurs élisent leurs représentants à l'échelon fédéral et à celui des États, lors de scrutins au suffrage universel. Aujourd'hui, le système électoral bien pensé est surveillé par une commission électorale pour vérifier le bon déroulement des élections, pour notamment éviter la corruption. L'Inde connaît les plus grandes élections de l'histoire. Les 1687 partis politiques indiens, nationaux comme régionaux, offrent un éventail de choix plus large que dans n'importe quelle démocratie occidentale. La presse, qui bénéficie de la liberté d'expression, compte plus de 82 000 journaux lus par 130 millions de lecteurs. Un miracle électoral qui remonte à 1950, quand le pays rédige sa constitution 2 ans seulement après avoir gagné son indépendance, ce qui lui permet de devenir le seul pays au monde anciennement colonisé à ne connaître plus que la démocratie. L'année suivante, l'Inde faisait le parti de sa première élection au suffrage universel, alors que seulement 11% des Indiens savent lire et écrire. Cependant, ces quelques dernières années, le pays dégringole dans le classement de la liberté de la presse. Le gouvernement de New Delhi est entièrement centralisé et beaucoup critiquent la personnalisation du pouvoir par son premier ministre élu en 2014, Narendra Modi. Le pays jongle entre une impressionnante culture démocratique et une gestion autoritaire du pouvoir qui le fragilise de plus en plus. En Inde, le président a un rôle cérémonieux. Narendra Modi concentre quant à lui tous les pouvoirs entre ses mains. Il laisse ses ministres dans l'ombre, ne parle presque jamais aux médias, s'adresse directement au peuple via la télévision ou la radio. Ses meetings sont gigantesques et le présentent comme l'homme providentiel du pays. Un film dramatique, biographique à sa gloire, nommé PM Narendra Modi, est sorti en 2019, ainsi qu'une série lui est dédiée sortie en 2020 nommée Modi, diffusée sur une plateforme de streaming locale roman sa vie. Plus le temps passe, plus on remarque qu'il devient de plus en plus difficile, voire dangereux, de critiquer le pouvoir indien. L'Inde montre encore bien d'autres symptômes de déclin des libertés individuelles.
En matière de liberté de la presse, le pays se classe derrière le Soudan du Sud à la 140e place du classement de 2019 de Reporters sans frontières, qui compte dans son classement 180 pays. En 2008, au moins 6 journalistes indiens ont été tués en lien avec leur travail. Les attaques contre les journalistes par les supporters du Premier ministre Narendra Modi ont augmenté dans la course des élections générales du printemps 2019. Les campagnes de haine alarment également sur les réseaux sociaux, qui peuvent aller jusqu'à l'appel au meurtre. Un arsenal légal que les autorités utilisent contre les journalistes, mais aussi les avocats, défenseurs des droits de l'homme, les étudiants et les universitaires sont désormais menacés de tomber sous le coup des lois sur la sédition, la diffamation ou le contre-terrorisme. Les médias s'en sortent avec un lourd bilan. 6 journalistes sont morts en 2018 en raison de leur profession. Ils subissent des intimidations physiques, judiciaires ainsi que financières. Plus de 7000 personnes ont été accusées de sédition après l'arrivée du pouvoir de Bharatiya Janata Party, et la plupart des accusés sont des opposants du parti de Narendra Modi. Comme Vedem, l'ONG constate que les droits politiques et les libertés civiles dans les pays se sont détériorés depuis 2014, avec une pression accrue sur les organisations de défense des droits de l'homme. Fragilisée, la démocratie souffre de l'idéologie politique de Narendra Modi, le nationalisme hindou. Le Premier ministre a fait campagne sur une opposition religieuse fondée sur une vague d'attaques plaçant en bouc émissaire les musulmans qui sont tout de même 170 millions dans le pays. Celui-ci défend la suprématie de l'hindouisme, une doctrine qu'on appelle l'Hindutva, qui traduit signifie l'hindouinité. Cette idéologie cherche à définir la culture indienne en termes de valeurs hindoues. Par ailleurs, l'Inde n'est plus considérée comme la plus grande démocratie du monde. L'Institut suédois Vendem, qui publie son rapport annuel sur la démocratie, classe désormais le sous-continent dans la catégorie des autocraties électorales, qui ont l'apparence des régimes démocratiques mais qui en réalité sapent l'indépendance et la neutralité des contre-pouvoirs. La justice, les médias les opposants en ennemis de la nation. Un autre classement sur l'état de la démocratie dans le monde, celui du département Intelligence Unit du magazine britannique The Economist, place l'Inde dans la catégorie des démocraties imparfaites, notamment parce que le gouvernement dirigé par Narendra Modi a introduit un élément religieux dans la conceptualisation de la citoyenneté indienne, en contradiction avec la laïcité inscrite dans la Constitution. Le pays du Mahatma Gandhi arrive en 7e position avec la Pologne, la Hongrie, la Turquie, le Brésil, la Serbie et le Bénin. Le centre de recherche indépendant de l'université de Göteborg constate une détérioration des libertés depuis l'accession au pouvoir du Premier ministre du nationalisme hindou Narendra Modi en 2014 et estime qu'il s'agit d'un des changements les plus spectaculaires parmi tous les pays du monde au cours des 10 dernières années. Ce déclin s'est très nettement accéléré après la réélection de Modi en 2019, avec notamment le coup de force au Cachemire, la répression contre les manifestants opposés à une loi discriminatoire et la crise du coronavirus. D'autres ONG soulignent que la politique répressive de Modi s'est amplifiée avec le Covid-19. Le harcèlement de journalistes couvrant la pandémie, l'abandon de millions de travailleurs migrants durant le confinement et la désignation de boucs émissaires parmi les musulmans. Donc, malgré que l'Inde soit aujourd'hui la plus grande démocratie du monde, on va voir que ses racines ne le sont pas forcément et que l'Inde actuelle a gardé des choses de son passé et elle conserve certaines choses qui sont moins démocratiques. Donc l'exemple qui illustre le mieux ce que je viens de dire, c'est le principe des castes. Donc l'organisation sociale indienne, elle est organisée en castes.
Donc il y en a 5 qui vont des Dlaki au Brahman, qui sont donc des castes hiérarchiques et endogames. Donc hiérarchique, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus importants, plus riches, qui ont une place plus importante dans la société par rapport à ceux qui sont tout en bas de l'échelle. C'est un système pyramidal. Et endogame, ça veut dire qu'ils se marient qu'entre personnes de même caste. Et donc les mariages et histoires d'amour entre castes sont interdits. Donc en fait, les castes, elles sont constitutionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont dans la constitution autorisée, et sur le papier, dans la loi, les discriminations entre castes sont interdites. Mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de discriminations intercastes, surtout envers les castes les plus bas hiérarchiquement. Donc, ce qui illustre très bien le problème des castes, c'est le film Mahasan qui est sorti en 2015, qui retrace donc une histoire d'amour entre une femme de haute caste et un homme d'une caste plus bas, qui essaie de vivre une histoire d'amour qui est donc impossible. Et on voit comment on les empêche physiquement de se voir, et on voit aussi surtout pour la femme qui est d'une caste très élevée, comment elle est humiliée, reniée par sa famille, et plein de choses comme ça, pour le simple fait d'être amoureuse, de vouloir se marier, de construire sa vie avec un homme qui est d'une caste bien inférieure de la sienne. Donc on voit que ça conserve, donc on voit qu'il y a des problèmes de liberté de ce côté-là. Donc, mais on sait aussi que l'Inde, c'est une ancienne colonie britannique, donc elle a été très longtemps une colonie de l'Empire de Grande-Bretagne, et quand l'Inde est devenue indépendante en 1950, et qu'elle a dû créer sa propre constitution, elle s'est inspirée du régime anglais, et donc elle a instauré le même type de régime, une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un gouvernement avec un roi et un premier ministre. Mais donc on peut donc se demander si c'est une bonne chose de s'être inspiré d'un régime qui a été un empire pendant des années et des années. Donc on va voir aussi que l'Inde elle conserve des fragilités encore actuellement dans sa démocratie. Par exemple, en 1951, donc juste après son émancipation, il y a eu le premier suffrage universel où donc tout le monde pouvait voter, mais on va voir qu'il y avait que 11% de la population qui savait lire et écrire, et que donc il y a 89% de la population qui a voté en étant analphabète, c'est-à-dire sans savoir écrire et lire. Et donc on peut se dire que c'est un problème de voter quand on ne sait pas lire, parce que c'est beaucoup plus facile d'influencer quelqu'un à voter pour une personne si elle ne sait pas lire, et qu'elle ne sait donc pas si elle vote pour telle ou telle personne comme elle le souhaite. Donc on voit donc que ce n'est pas très démocratique. Et de plus, sur l'indice de corruption, l'Inde est très haute. Donc l'indice de corruption, c'est un sondage qui regroupe et qui recense tous les pays les plus corrompus du monde, et donc les classes du plus corrompu au moins corrompu. Donc c'est un sondage qui date de 2021, donc c'est très fiable. Et donc l'Inde se trouve 40e, juste après la Colombie, et donc dans la jauge du moins corrompu au plus corrompu, elle se trouve à la limite entre le orange et le rouge, donc à la limite du très corrompu. De plus, on peut voir que le premier ministre actuel de l'Inde, Maki, est un homme qui détient beaucoup trop de pouvoir pour être un pouvoir démocratique, en plus d'être xénophobe et d'asseoir une discrimination envers une minorité musulmane du pays. Donc on peut voir que malgré que l'Inde soit la plus grande démocratie du monde, elle tient sur un socle plein de fragilités et plein d'anciennes choses qui ne sont pas, elles, démocratiques, et qui du coup, elles reposent sur ce socle antidémocratique qui date d'il y a des décennies et des décennies. Et donc on peut se demander si ça fait d'elle réellement un pays démocratique, ou si, avec toute cette corruption et ce système de caste, c'est donc en fait qu'une démocratie déguisée. Concernant l'évolution récente de la vie politique indienne, on a assisté depuis 2009 à une forte augmentation du vote des femmes, avec en 2019 un taux de femmes votant aussi élevé que celui des hommes. De plus, maintenant on a plus de 80% des femmes qui votent par elles-mêmes sans suivre l'avis de leur mari. Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014,
L'Inde, qui arborait autrefois des valeurs de paix et de multiculturalisme introduites par la Constitution de 1950, se voit aujourd'hui couverte d'un tout autre visage. Depuis l'élection de Narendra Modi, qui concentre aujourd'hui tous les pouvoirs, on observe un déclin des libertés individuelles avec de moins en moins de liberté de presse et des actes de répression et d'intimidation contre les médias qui seraient un peu trop critiques vis-à-vis du pouvoir. Ainsi, en 2018, 6 journalistes se trouvèrent la mort à cause de leurs écrits. Mais ce n'est pas tout. Narendra Modi entraîne toute la nation vers son idéologie politique ultranationaliste hindoue, xénophobe et anti-musulmane. De cette façon, depuis qu'il est à la tête du gouvernement, on observe une forte augmentation des tensions hindou-musulmans, du terrorisme et du nationalisme hindou. Les violences envers les minorités religieuses ne cessent d'accroître et elles sont réprimées ou même décimées. Mais ce dernier ne fait pas que transmettre une idéologie. Il la met également en place à travers des réformes, comme en 2019 avec la réforme des nationalités qui excluait l'intégration des réfugiés musulmans, ou encore la construction d'un temple sacré sur une ancienne mosquée en guise, une seconde fois, de provocation envers la communauté musulmane. Les chrétiens sont également une cible. Ils subissent également des insultes, des agressions ou même des meurtres. Par exemple, en 2018, un hôpital catholique fut pris d'assaut et les bonnes sœurs furent violentées. Malheureusement, la police, les administrations et tout le monde ferme les yeux vis-à-vis de ces violences à l'encontre des minorités religieuses, étant donné qu'elles sont soutenues par le gouvernement et le BJP, le parti politique au pouvoir depuis maintenant 12 ans. Alors pour conclure, nous dirons que l'Inde reste une démocratie intéressante de par sa culture et son histoire. Cependant, l'Inde reste une BRICS, c'est-à-dire un pays émergent qui doit encore apprendre beaucoup afin de perfectionner son système politique. Elle se dirige cependant vers une mouvance hindouiste où je pense qu'il serait important de préciser que culture hindouiste ne veut pas dire culture indienne. Et en même temps que tout le monde, elle a connu plusieurs difficultés face au Covid, face à la pandémie, etc., etc. Et beaucoup d'Indiens ont connu des difficultés avec leur hygiène, avec la santé, etc., etc. Mais cependant, certains candidats aux régionales le savent et en ont pris conscience et ont préparé un programme exprès pour aider ces Indiens subissant des manques en hygiène, en matière de santé, etc., etc. Donc vraiment, je pense que l'Inde est dans une voie d'évolution afin de peaufiner sa démocratie. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier énormément de nous avoir écoutés et je vous souhaite un agréable week-end.